Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier les orateurs pour la qualité et la précision de leur présentation ainsi que pour le travail remarquable qu'ils ont effectué tout au long de cette crise sanitaire. En lien notamment avec les acteurs ici présents, le CNGE s'est évertué tout au long de la crise à produire et à analyser des données scientifiques pour permettre, et je cite l'avis du Conseil scientifique du CNGE du 3 novembre dernier, de décider en fonction des données de la science, y compris en période de pandémie. C'est dans cet esprit que ce même Conseil scientifique avait émis le 27 mars 2020, en pleine période de tempête médiatique autour de la question de l'utilisation de l'hydroxychloroquine, un des premiers avis scientifiques sur le sujet aux conclusions factuelles et claires. Compte tenu de l'absence de preuves scientifiques solides de l'efficacité de l'hydroxychloroquine et de ses effets indésirables cardiaques rares mais graves, le Conseil scientifique du CNGE recommande aux médecins généralistes de ne pas prescrire ce médicament en ambulatoire. Cette prescription serait contraire à l'éthique médicale, car le risque connu est potentiellement supérieur à l'efficacité non établie. C'est le respect d'une démarche scientifique rigoureuse qui nous a permis collectivement, soignants, universitaires, INSERM, ANRS maladies infectieuses émergentes, avec l'ensemble de la communauté scientifique, d'analyser les pistes thérapeutiques sérieuses, de les évaluer au travers d'essais contrôlés randomisés et de réfuter celles qui n'ont pas su apporter d'éléments probants en faveur de leur utilisation. Et c'est cette démarche qui concourt à notre crédibilité devant les patients. Elle nous a permis d'éviter de tomber dans de nombreuses croyances thérapeutiques potentiellement délétères. Car, outre la saga de l'hydroxychloroquine dont il n'est pas aujourd'hui nécessaire de reparler, d'autres molécules ont fait l'objet de fantasmes, comme l'ivermectine ou l'azithromycine, alors qu'il convient de les évaluer rigoureusement, et je vous remercie à nouveau pour la synthèse des données brillamment présentées. Le non-respect de la démarche scientifique peut conduire chacun à proclamer à peu près n'importe quoi, avec parfois un aplomb déconcertant. J'en veux pour preuve quelques exemples célèbres, comme l'utilisation de désinfectants proposés par l'ancien président des États-Unis d'Amérique, ou l'ingestion de pastis, recommandée et visiblement testée par un ancien candidat à l'élection présidentielle française. Abraham Lincoln avait eu ces mots qui, bien qu'un peu datés, devraient donner matière à réflexion à qui veut jouer les sachants en matière de santé, au mépris de toute démarche scientifique. Mieux vaut rester silencieux et passer pour un imbécile que parler et n'en laisser aucun doute. Les médecins généralistes ont et auront toujours un rôle clé à jouer dans la lutte contre cette épidémie. Les enquêtes d'opinion ont toutes montré, pendant la crise, mais également avant, que c'était la personnalité en qui les Français avaient le plus confiance en matière de santé. Le rôle clé des généralistes et plus largement des soins primaires au-delà de cette épidémie a d'ailleurs été souligné par l'Organisation mondiale de la santé en 2008 et en 2018, respectivement dans les conférences d'Alma-Ata et d'Astana et dans son ouvrage « Primary Care, Now More Than Ever ». Ces préconisations de l'OMS s'appuient sur de nombreux travaux scientifiques, notamment ceux de Barbara Starfield, pédiatre et chercheuse en santé publique, qui a comparé différents systèmes de santé de par le monde et qui a constaté que, à PIB équivalent, les systèmes qui avaient des soins primaires forts avaient de meilleurs indicateurs de santé. Plus récemment, en 2019, un article publié dans le JAMA Internal Medicine a montré qu'aux États-Unis, la densité de médecins généralistes était corrélée avec la mortalité. Même en ajustant sur de nombreux facteurs de confusion, lorsqu'il y a plus de généralistes dans une région, la mortalité y est moindre. Il convient évidemment d'être prudent avant d'extrapoler ces résultats à d'autres systèmes de santé, mais ce point me semble tout de même particulièrement important à souligner. La recherche, notamment clinique, terre nourricière de la connaissance scientifique en santé, c'est pour des raisons historiques en France, principalement développée à l'hôpital. Et il aura fallu attendre 2006 pour qu'un premier rapport soit sollicité par le ministre de la Santé de l'époque, Xavier Bertrand, à Gérard de Pouvourville, sur les enjeux du développement de la recherche en médecine générale. Ce rapport, suivi ensuite des rapports Hubert et Druet, sont tous les trois en phase et soulignent l'impérieuse nécessité du développement de cette recherche sur 3 arguments clés. Le premier
et que la recherche est un moteur essentiel de l'amélioration de la qualité des soins. Le deuxième est qu'il concourt à l'attractivité d'une discipline. Le troisième argument est d'ordre volumétrique. Les soins primaires fournissent une énorme quantité de soins à la population. Si on s'intéresse uniquement à la médecine générale, qui ne représente qu'une partie des soins primaires, c'est environ 400 millions d'actes qui sont réalisés chaque année. La conclusion du rapport de Pourvourville stipulait que la justification première d'une recherche en médecine générale est qu'il existe un vaste domaine de soins offert à la population qui ne bénéficie pas, ou peu, d'investigations scientifiques rigoureuses, alors que celles-ci sont considérées comme nécessaires et incontestables en médecine hospitalière. Cette patientèle a pourtant des caractéristiques et présente des problématiques de santé spécifiques. Car, vous le savez tous, et je me garderai de vous faire l'affront de vous représenter le carré de White, qui complique que seul 1/1000 de la population exposée à un problème de santé requiert une prise en charge spécialisée en CHU, lorsque plus de 250 sont pris en charge en soins primaires. Je voudrais juste attirer votre attention sur le fait que ces données épidémiologiques, validées initialement en 1961 par White, ont donné lieu à une deuxième publication dans le New England Journal of Medicine en 2001 par Green. Après White, ça ne s'invente pas. Ces données confirment les résultats initialement trouvés, et un troisième papier vient d'être publié par un auteur qui aurait dû s'appeler Yellow, mais qui a préféré s'appeler Cadwallader, et qui retrouve des éléments assez superposables lors de la crise de Covid en France. Les populations suivies en ville et à l'hôpital sont différentes. La prévalence des pathologies l'est également, ce qui nécessite d'explorer au travers d'une recherche dédiée des stratégies optimales de prise en charge. La recherche en soins primaires vise également à adresser des problématiques qui peuvent lui être relativement spécifiques, comme par exemple la prévention, le dépistage, le suivi des pathologies chroniques, la polypathologie, la surmédicalisation, la décision partagée en santé ou encore l'organisation territoriale et la pluriprofessionnalité. L'autre spécificité de cette recherche, qui nous fait mesurer l'impérieuse nécessité de son développement lors de la crise sanitaire, est qu'elle permet de s'intéresser à la phase précoce des maladies, et ainsi d'évaluer l'efficacité thérapeutique, notamment pour la Covid, au moment de la réplication virale, avant l'installation, parfois, d'un important syndrome inflammatoire. Quel bilan pouvons-nous tirer de la recherche ambulatoire en France alors qu'elle est passée au travers du révélateur Covid ? Chacun, en fonction de son tempérament, se positionnera. Les plus pessimistes noteront que la recherche ambulatoire française n'a pas permis de valider de thérapeutiques curatives en ville à un stade précoce. Ils remarqueront également que des essais à l'étranger, dans des pays où l'ancrage universitaire de médecine générale est plus ancien et où la structuration de la recherche ambulatoire est plus forte, ont réussi à inclure nettement plus de patients. Ils regretteront enfin que la tutelle n'ait pas été, en amont de la crise, plus proactive sur le sujet. D'autres, plus optimistes, y verront une opportunité d'enfin faire évoluer et structurer dans notre pays ce domaine clé. Car comme je le disais tout à l'heure, la recherche s'est structurée historiquement en France à l'hôpital suite aux ordonnances Debré de 1958 qui ont conduit à sanctuariser les moyens dédiés à la recherche clinique au sein de l'ONDAM hospitalier. Car oui, pour faire de la recherche, il faut des moyens. Il faut du personnel dédié, il faut des appels à projets s'intéressant au sujet. Aujourd'hui, sans rentrer dans des considérations trop techniques, il convient tout de même de rappeler que des moyens importants sont alloués à la recherche hospitalière. L'enveloppe mairie, qui valorise au sein de l'ONDAM hospitalier cette recherche, est aujourd'hui de 1 794 millions d'euros, dont 1 000 millions environ, soit 1 milliard, est dédiée uniquement à la valorisation des publications. La recherche ambulatoire, n'étant jusque-là pas éligible à cette valorisation, il n'est somme toute pas très étonnant que, faute de moyens, elle n'ait pas su encore se structurer davantage. Elle possède pourtant de formidables potentialités. Grâce au développement de la filière universitaire de médecine générale, grâce à la formation de généralistes à la recherche, notamment les jeunes chefs de clinique, et parfois également les moins jeunes, qui sont de plus en plus nombreux à avoir validé master, thèse de sciences et habilitation à diriger les recherches. Grâce aux liens permis par la valence universitaire avec les équipes de recherche. Grâce à un réseau de plus de 11 000 maîtres de stage des universités qui permettent un maillage territorial. Grâce aux 12 000 internes de médecine générale, dont 3 500 soutiennent leur thèse tous les ans. Grâce aux structures nouvellement labellisées maisons de santé pluriprofessionnelles universitaires et centres de santé universitaires, alliant nécessairement soins
enseignement et recherche en ambulatoire, grâce à l'expérience acquise lors de projets ambitieux et structurants comme Coverage. Pour transformer l'essai, les préconisations du CNGE sont les suivantes. Il nous faut augmenter le nombre de chercheurs, car on ne fait pas de recherche sans chercheurs. Pour ça, il nous faut développer la filière universitaire. Il nous faut également accélérer la formation des jeunes, notamment via des années recherche dédiées. Il nous faut développer des expertises spécifiques à la recherche ambulatoire, notamment méthodologiques, juridiques, administratives, car ces problématiques sont globalement méconnues des structures hospitalières d'appui à la recherche. Il nous faut également faciliter le recrutement de patients dans des essais via de nouveaux outils numériques. Il nous faut permettre le recrutement de personnel sur des fonctions support indispensables à la recherche, comme les attachés de recherche clinique, les techniciens de recherche et les chefs de projet. Ce recrutement pourra se faire grâce à des appels à projets dédiés. Quelques exemples nous ont montré que ce modèle était non seulement possible, mais vertueux, mais également grâce à des fonds structurels pour la recherche ambulatoire dont il nous faudra définir ensemble précisément la provenance et le périmètre. En guise de conclusion, étant d'un naturel optimiste, je voudrais partager avec vous une note d'espoir, car 2 événements sont de nature à nous laisser croire que la crise traversée pourrait engendrer une véritable évolution pour la recherche en médecine générale. Tout d'abord parce que le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, le HCAM, vient de rendre un rapport daté du 27 mai dernier sur la régulation du système de santé. Ce rapport consacre un chapitre à la recherche sur les soins de proximité. Il dresse globalement les mêmes constats que ceux qui viennent d'être évoqués. Il souligne les avancées permises ces dernières années par la dynamique universitaire et il adresse les recommandations suivantes. Pour remédier au développement insuffisant de la recherche ambulatoire française, il conviendrait de mettre en place des financements dédiés en promouvant des appels à projets spécifiques type programme ambulatoire de recherche clinique et en permettant le versement de fonds mairie ambulatoires. Les avis du Haut Conseil revêtent régulièrement une place particulièrement importante lors de la rédaction du PLFSS, le projet de financement pluriannuel de la sécurité sociale, et nous souhaiterions que ce dernier ne déroge pas à la règle. Enfin, une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, le ministère de la Santé et de Solidarité vient tout récemment de saisir le directeur de l'ANRS Maladies infectieuses émergentes, ici présent, dans une lettre de mission qui vise notamment à émettre des recommandations afin de favoriser l'inclusion des patients dans les essais ambulatoires. Cette saisine signe la prise de conscience de la tutelle de l'importance de cet enjeu. Par ailleurs, le choix du professeur Yazdan Pana pour mener à bien cette mission, compte tenu à la fois de son expertise et de la qualité des échanges que nous avons pu avoir tout au long de cette crise, nous laisse augurer des perspectives fortes et constructives. Sachez que vous pourrez compter sur les universitaires de médecine générale pour vous accompagner au mieux dans cette mission. Mesdames, Messieurs, chers collègues, je vous remercie.